Voilà le plan. En gros, si Vanda a proposé de revenir 40 ans en arrière, moi je prétends que revenir 2000 ans ou 3000 ans en arrière, ça ne suffit pas et que pour comprendre les apprentissages humains, il faut s'intéresser à Homo sapiens, c'est-à-dire revenir 200 000 ans en arrière ou 300 000 ans, puisque maintenant Homo sapiens a commencé un petit peu plus tôt. L'idée, c'est quoi? C'est que nous, en psychologie, on définit l'apprentissage comme un changement de connaissance ou de comportement, et on admet que la seule façon d'apprendre, c'est l'expérience. Et que quand on parle d'apprentissage, on parle de long terme. Si j'apprends quelque chose ce matin et que je l'ai oublié cet après-midi, c'est pas de l'apprentissage. On est d'accord aussi sur le fait que les humains ont une façon d'apprendre qu'ils partagent avec les autres animaux. C'est la capacité d'apprendre en s'adaptant à leur environnement. Nous nous adaptons à un environnement linguistique, par exemple, mais aussi un environnement vivant, physique, social, culturel, etc. Et c'est l'objet de la psychologie du développement que d'étudier ces apprentissages par adaptation à l'environnement, qui sont absolument pas spécifiquement humains. En revanche, nous sommes la seule espèce animale à avoir développé une capacité d'apprentissage non adaptative. Nous sommes la seule espèce animale capable d'apprendre des connaissances qui ne servent à rien. Et c'est fondamental. Des connaissances qui n'ont pas d'utilité immédiate. Des connaissances qui ne présentent pas un gain adaptatif immédiat. Il se trouve comme psychologue, David Gary, en 2008, a remarqué une coïncidence. J'insiste, ce n'est rien d'autre qu'une coïncidence. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente, sur le fait que par développement, par adaptation, nous sommes particulièrement à l'aise pour apprendre des connaissances qui occupent Homo sapiens depuis les débuts d'Homo sapiens. En revanche, nous apprenons de façon explicite, la plupart du temps, des connaissances qui viennent d'apparaître dans l'espèce humaine, comme les mathématiques, comme la langue écrite. Voilà quelques exemples de connaissances que Homo sapiens apprend depuis les débuts d'Homo sapiens. On prend énormément de connaissances comme ça. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est finalement un ensemble de connaissances que les enfants des sociétés avec école apprennent ni mieux ni moins bien que les enfants des sociétés sans école. Ce sont toutes ces connaissances qu'on apprend sans aller à l'école. Pourquoi c'est important? Parce que du point de vue psychologique, l'attention, par exemple, qui joue un rôle très peu important dans l'apprentissage de connaissances primaires, celle que je viens de montrer, joue un rôle absolument fondamental dans l'apprentissage de connaissances secondaires. Ces connaissances qui viennent d'apparaître dans notre espèce, comme les mathématiques ou la langue écrite. L'apprentissage lui-même est donc inconscient, sans effort extrêmement rapide pour les connaissances primaires, alors qu'il est conscient, il demande des efforts et il est extraordinairement lent quand on le compare à l'autre, pour les connaissances secondaires. Il est fondé sur l'immersion, par définition, et on observe chez quasiment tous les mammifères sociaux, donc encore une fois, ça n'est pas spécifiquement humain, pendant la période de l'enfance, 3 activités. Les jeux, les interactions entre pairs et l'exploration de l'environnement. Ce sont sans doute les 3 moteurs principaux des apprentissages. On a même l'impression, quand on observe des animaux humains et des animaux non humains, mais mammifères sociaux, qu'ils prennent du plaisir dans l'exploration, dans les interactions entre pairs et dans le jeu. Et David Gary fait l'hypothèse que, en fait, nous avons évolué pour, au cours de notre enfance, avoir tellement de plaisir dans ces 3 activités, parce que ce sont les 3 moteurs des apprentissages. L'exploration,
les interactions entre pairs et le jeu. Et bien entendu, nous, à l'école, on essaye de recycler ces activités, ces moteurs de l'apprentissage, pour que nos élèves apprennent en classe. Les connaissances secondaires, en gros, en l'état actuel des connaissances, il n'existe que deux façons de les apprendre, l'enseignement et la pratique délibérée, la pratique quotidienne, intensive. Et quand on fait les deux, c'est encore mieux. On n'a pas besoin de motivation pour apprendre des connaissances primaires, alors que, ça a été dit par Philippe, c'est pas le rôle des élèves d'être motivés, c'est bien le rôle des personnes qui accompagnent les enfants de donner du sens à l'apprentissage et d'engager. On dit toujours en psycho l'importance de la motivation intrinsèque, mais c'est pas ça qui est important. C'est la motivation extrinsèque, c'est le rôle des autres pour soutenir mes apprentissages qui est important. Avec un collègue australien, nous avons aussi montré, en analysant la littérature sur les apprentissages au XXe siècle, donc on s'est un peu emmerdé quand même à lire tout ça, que le processus de généralisation et de transfert de connaissances marche terriblement bien pour les connaissances primaires. Il marche tellement bien que c'est par exemple ça qui donne le racisme. Il y a une efficacité à généraliser des connaissances primaires qui est absolument effrayante, alors que du côté des connaissances secondaires, la généralisation, si vous n'avez pas une enseignante ou un enseignant qui vous prend par la main et qui vous fait faire du transfert de connaissances et de la généralisation de connaissances, les connaissances, vous allez les laisser dans le lieu où vous les avez apprises. Et donc, voilà quelques exemples de connaissances primaires qui ne sont pas sans lien avec les connaissances secondaires et quelques exemples de connaissances. Et finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est que du point de vue de la psychologie évolutionniste, c'est ce dont je suis en train de vous parler, vivre en démocratie, c'est une apparition tellement récente que ce sont des connaissances secondaires et on a besoin d'enseignement. La loi du plus fort, par contre, ça, c'est une connaissance primaire qui est redoutablement efficace si on n'a pas été éduqué contre. Apprendre, il y a plein de façons d'apprendre qu'on voit dans toutes les cultures et qu'on voit chez bien d'autres espèces animales. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et il existe une autre façon non adaptative de transmettre la culture que nous appelons l'enseignement, qui est à l'échelle de l'évolution de notre espèce une modalité finalement assez peu répandue et qui semble spécifiquement humaine. Nous sommes manifestement les seuls animaux à enseigner. En résumé, la fonction de l'apprentissage d'un côté, c'est l'adaptation à l'environnement, de l'autre côté, c'est l'utilité décalée, cette capacité d'apprendre des connaissances qui prendront sens plus tard, mais pas maintenant. Les niveaux de conscience du côté implicite et du côté explicite, les situations qui permettent d'apprendre sont extrêmement diverses, mais on peut les ranger sur un continuum. Apprendre à l'école est à l'extrémité de ce continuum et l'initiative de l'individu dans l'apprentissage est aussi très différente selon qu'on s'intéresse aux apprentissages de la partie gauche du schéma ou de la partie droite. Autrement dit, quand on s'intéresse aux apprentissages scolaires et au sens des apprentissages, je crois que c'est important de bien caractériser le fait que apprendre à l'école et apprendre en dehors de l'école, c'est sans doute deux processus qui ont absolument rien à voir. De ce point de vue-là, à quoi sert l'école? Elle sert à combler les lacunes des apprentissages adaptatifs. C'est bien parce que grandir ne suffit pas dans certaines sociétés que certaines sociétés, au cours de leur histoire, inventent des écoles.
Le gros problème de ça, c'est que les sociétés qui inventent des écoles forment des scientifiques, des innovatrices et des innovateurs, des poètes, bref, des gens qui vont générer de nouvelles connaissances secondaires, qui vont faire une société plus ouverte et plus complexe et qui vont rendre l'école encore plus nécessaire. L'école est un système inflationniste et nous, enseignants, nous devons être à chaque génération meilleurs que les précédents parce que l'exigence pour l'école est de plus en plus grande. Je suis vieux, mais pas tant que ça. Et la génération de mes parents, ils étaient un peu plus vieux que moi, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Vous pouviez sortir de l'école avec un niveau 5e et avoir une vie sociale, culturelle, économique, professionnelle, absolument sans aucun problème. Aujourd'hui, un adolescent, un jeune adulte qui sort du système scolaire avec un niveau 5e est pénalisé sur tous les aspects de sa vie. C'est ça, le système inflationniste de l'école. Bref, selon cette perspective, il y a enseignement à partir du moment où on exerce 4 contraintes, des contraintes de temps. Ce n'est pas l'élève qui choisit à quel moment il ou elle apprend, de lieu, bien entendu, et l'école aujourd'hui est une certaine façon d'exercer une contrainte de lieu, des savoirs à apprendre et de la manière de les apprendre. Apprendre à l'école repose sur l'acceptation de ces 4 contraintes et enseigner, c'est aménager ces contraintes pour les rendre acceptables. C'est aménager ces contraintes pour permettre à autrui d'apprendre. Bref, apprendre à l'école, ça n'a jamais été funky. Quelques résultats. Vous connaissez, j'imagine, tous ce très joli résultat du regretté Rémi Brissot avec Emmanuel Sander. Je vous laisse regarder. Ce qui, pour nous, adultes, est le même exercice, 3 paquets de 10 gâteaux ou 10 paquets de 3 gâteaux, pour des élèves de CE1, ce n'est pas du tout le même exercice. L'un est facile, l'autre est difficile. Et c'est vrai en début de CE1, c'est vrai en fin de CE1. Les élèves progressent beaucoup au cours de l'année de CE1, mais la différence entre la version facile et la version difficile est énorme. Un autre exercice donné par les mêmes auteurs, toujours cette énorme différence entre 2 exercices qui, pour nous, adultes, ont la même difficulté. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que apprendre à l'école, c'est exigeant, nécessairement. Ça n'a jamais été facile et ça ne sera jamais facile d'apprendre à l'école, mais vous voyez bien que le même exercice, vous pouvez toujours en construire une version plus facile et une version plus difficile. Le même Emmanuel Sander, quelques années après, s'est amusé, si vous voulez le lire. Ça va? Il fait mal à la tête un peu, hein? Pourtant, c'est 14 moins 2 égale 12. Si je vous propose comme ça, 14 moins 2 égale 12, ça devrait être un peu plus facile. Mais ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est pas de le proposer à des élèves de CE1, mais à des étudiants à l'université. D'accord? Et donc, ils sont allés voir d'abord, bien entendu, les fameux étudiants de psycho. Les non-scientifiques,
Donc, et vous voyez la différence entre les deux versions. La première version pose difficulté à un élève sur 2, alors que pour la deuxième version, on est à peu près à un élève sur 5 qui ne réussit pas ce problème. Mais là, on est chez les étudiants de psycho. Puis on est allé voir les scientifiques, et pas n'importe lesquels. On est allé ils sont allés, pas moi, à l'ENS, à la rue d'Ulm, filière sciences, d'accord? C'est pas des rigolos, hein, c'est là où sont formés les prochains médailles Field. « 14 moins 2 égale 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute situation scolaire demande des efforts. Toute situation problème demande des efforts, mais pas les mêmes, pas de façon équivalente. Et c'est nous qui avons le curseur de faire qu'une situation est difficile ou une situation est facile. Dans les deux cas, c'est 14 moins 2 égale 12. Ouais, sauf que du point de vue de l'exigence de la situation, donc du point de vue de la différenciation, c'est pas du tout la même chose. Notamment, et c'est ce qu'il propose Emmanuel Sander et ses collègues dans leur modèle, c'est que chaque fois que vous lisez l'énoncé d'un problème, vous élaborez une représentation mathématique de ce problème et une représentation du monde, une représentation du réel, une représentation pragmatique, on pourrait dire, de ce problème. Et plus la distance entre la représentation mathématique et la représentation pragmatique est grande, plus le problème va être difficile et plus vous rapprochez la représentation mathématique et la représentation pragmatique, plus le problème va être à la portée, je dis bien à contenu mathématique, c'est-à-dire à savoir équivalent, c'est-à-dire à objectif d'apprentissage équivalent. Un autre résultat, on sait, c'est récent celui-là, on a proposé à des élèves de SECPA, on a essayé de comprendre si les élèves de SECPA sont plutôt victimes de menaces du stéréotype, c'est-à-dire les croyances que autrui a à propos de mon groupe social, ou plutôt le sentiment d'impuissance acquise, c'est les croyances que j'ai sur moi-même, d'accord? Donc je sais que les gens dans la société pensent que les élèves de SECPA sont tous des abrutis, ça c'est menace du stéréotype, ou je pense que comme je suis en SECPA, je ne suis pas très intelligent, ça c'est impuissance acquise. D'accord? Donc on s'est demandé, mais c'est quoi les élèves de SECPA? Est-ce que leurs difficultés sont associées à l'un, à l'autre ou aux deux? Et donc on a fait une petite manip auprès d'un certain nombre d'élèves, pas assez nombreux, mais c'était quand même déjà pas mal, surtout qu'on l'a faite pendant le confinement. Et on s'est amusé à leur présenter des problèmes du D48, c'est un test psychométrique, c'est censé évaluer votre capacité à raisonner. Et à certains élèves, on leur disait, voilà, c'est un jeu de domino, tu dois deviner le 6e de la série. D'autres, on leur disait, on va évaluer ton niveau en maths. Et d'autres, on leur disait, on va évaluer vos capacités intellectuelles à travers une évaluation en raisonnement logique. Il y avait 12 exercices à faire. Là, c'est le 9e ou le 10e. J'insiste parce que les élèves, dans cette expérience, avaient 1 minute par problème. Alors moi qui suis quelqu'un de pas très intelligent, il m'a fallu 1 demi-heure pour le résoudre celui-là, et j'insiste. Donc autrement dit, ils étaient sous pression temporelle, 1 minute à peine. Voilà les résultats. Dans la condition jeu de domino, il n'y a pas de différence entre les élèves de classe ordinaire et les élèves de SECPA. Dans la condition évaluation de vos capacités intellectuelles ou évaluation de votre niveau en maths, il y a une différence entre les élèves de SECPA et les élèves ordinaires. Quand on regarde le nombre d'exercices non répondus, vous voyez, donc parmi les 12 exercices, combien ils n'ont même pas essayé, on voit qu'il n'y a aucun effet, qu'on soit en SECPA ou qu'on soit en classe ordinaire. Donc ce n'est pas de l'impuissance acquise. Ils ne sont pas découragés. On leur a donné un problème nouveau à résoudre, ils ont essayé de le résoudre.
voyez, en moyenne, on est autour de 1 problème non essayé parmi les 12, qu'on soit en SECPA ou en classe ordinaire. C'est bien de la menace du stéréotype. Et donc, ce qui fait qu'on peut être en difficulté, c'est aussi... On n'a pas le même compteur. Donc, en résumé, les apprentissages scolaires sont secondaires. Ils sont confrontés à des processus d'apprentissage qui sont non adaptatifs. Ils sont spécifiques et ils impliquent la mise en œuvre d'apprentissages coûteux qui ont des caractéristiques que j'ai déjà énoncées. Et je voulais aborder un petit peu rapidement, mais tant pis, on verra au moment des questions, qui sont fondées sur la distinction entre la tâche et le savoir, la connaissance. Et autrement dit, contrairement aux apprentissages adaptatifs où je fais ce que j'apprends ce que je fais, c'est la même chose, les apprentissages adaptatifs. En classe, on peut souvent distinguer la tâche qu'on donne aux élèves et pourquoi on leur donne la tâche, le savoir qu'ils vont construire en réalisant cette activité, cette tâche. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que les deux présentent des exigences. La tâche peut être exigeante, l'apprentissage du savoir peut être exigeant. Et tous les travaux qu'on conduit depuis 40 ans et que j'ai commencé à illustrer, c'est si la construction du savoir est exigeante, et qu'il faut absolument maintenir les exigences pour tous les élèves, qu'ils soient en SECPA ou dans l'enseignement ordinaire, est-ce qu'on ne pourrait pas adapter l'exigence de la tâche? Donc on peut différencier autant qu'on veut sur l'exigence de la tâche. Vous vous souvenez tout à l'heure le problème des billes et le problème des trains, sans toucher au savoir. C'est 14 moins 2 égale 12 dans les deux cas. Vous voyez cette idée? Bon, mais voilà, c'est ce que j'avais prévu de vous présenter, qui représente à peu près 40 ans de travail dans tout un tas de pays, mais en gros, on l'a fait. C'était ce que j'essayais de vous montrer avec la concurrence possible entre la réalisation de l'activité, la tâche qu'on donne aux élèves, et le fait d'apprendre, le fait de construire des savoirs. Et si maintenir l'exigence des savoirs est un incontournable, on sait que dès qu'on touche à l'exigence des savoirs, on accroît les différences. Les élèves les plus fragiles s'enfoncent encore plus. Les élèves les meilleurs réussissent encore plus. Et c'est peut-être en regardant l'exigence de la tâche, en diminuant temporairement l'exigence de la tâche, en proposant plutôt la deuxième version de 14 moins 2 égale 12, en tout cas au début, et garder la deuxième version quand le savoir est construit, pour la fin de l'apprentissage, pour la consolidation de l'apprentissage. C'est ça en gros que je voulais vous raconter, mais j'ai dû faire une conclusion, donc je vais sauter. J'avais plein de trucs super scientifiques à vous montrer. Ouais, par les questions, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la conclusion. C'est ça, hein? Conclusion. Donc voilà, ça c'est un petit peu mes réflexions en lisant le texte d'Alain. Apprendre à l'école a toujours été exigeant et le sera toujours plus. Au plan de la motivation, ça a été dit, au plan de l'attention, au plan de la métacognition, c'est-à-dire tout ce savoir qu'on a sur les tâches, sur la façon de réaliser des tâches scolaires et sur l'apprentissage. Deuxièmement, par définition, les savoirs ont une faible valeur immédiate. Il n'y a pas de cours de PlayStation à l'école. Parce que la PlayStation, il y a une utilité immédiate. Autrement dit, les gens qui font les programmes, voilà, soit c'est des pervers, ils ont mis
que les trucs difficiles dans les programmes, soit il y a une bonne raison. Troisième élément de réponse pour Alain, c'est qu'il me semble qu'on peut augmenter la valeur et le coût perçu des apprentissages en agissant sur la motivation, sur le sens des savoirs. Et j'ai essayé de vous le montrer sur les croyances des élèves à propos d'eux-mêmes. On peut augmenter les ressources que les élèves vont mobiliser en agissant sur l'attention, sur le niveau d'engagement. J'ai l'impression de redire ce que mes collègues ont dit. Mais aussi en agissant sur la métacognition, sur les stratégies qui permettent de réussir les tâches. On n'agit pas sur l'apprentissage des savoirs. On agit sur les tâches. Parce que le but, c'est que ces tâches soient au service de l'apprentissage des savoirs. Et pour ça, on peut réduire temporairement, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit temporaire, le coût de la tâche en diminuant la charge cognitive. Et tout ça, c'est le diapo que j'ai sauté, mais qui était super bien, je vous le promets. Voilà, je vous remercie.